Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 14 août. Incendie dans une église au Caire, plus de 40 morts et une quinzaine de blessés. L'origine du feu serait accidentelle. Attentat à Al-Quds occupé, les factions palestiniennes applaudissent un acte héroïque, le considérant comme une réponse naturelle aux exactions de l'occupation sioniste. Au Mali, le président sénégalais Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, en visite officielle à Bamako à partir de demain, à l'heure où la MINUSMA annonce la reprise de ses rotations. Recul des droits humains, crise économique, l'Afghanistan peine à s'en sortir un an après le retrait des troupes américaines. Bonsoir à tous. 41 morts, une quinzaine de blessés. C'est le bilan encore provisoire de l'incendie survenu ce lundi dans une église au Caire. La plupart des victimes sont mortes asphyxiées lorsqu'un climatiseur a pris feu à l'intérieur de l'édifice religieux dans la capitale égyptienne, Amin Touta. Une fumée épaisse et des pompiers qui se précipitent. Ce matin à l'église à Bessifine, dans le quartier populaire d'Imbaba au Caire, le drame n'a pas été évité. Suite aux flammes qui ont ravagé ce lieu de culte, après qu'un climatiseur se trouvant dans une salle de classe au deuxième étage a déclenché le feu. Bilan provisoire de l'incendie fait état de 41 morts et de 14 blessés selon le ministère de la Santé. À l'annonce du drame, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le patriarche de l'église copte orthodoxe. Il a présenté ses condoléances aux victimes de l'incendie et a annoncé la prise en charge médicale de tous les blessés. De son côté, le parquet général égyptien a déclaré l'ouverture d'une enquête judiciaire et envoyé sur place une équipe pour établir les raisons du drame. Selon les autorités, les services de secours ont pu contenir le feu et les blessés ont été transférés vers plusieurs hôpitaux proches de l'église. Un incendie qui rappelle le drame du mois de mars 2021, lorsqu'une vingtaine de personnes avaient péri dans une usine de textile dans la banlieue est du Caire. Une année auparavant, 7 patients atteints du Covid-19 avaient trouvé la mort lors d'un incendie au sein d'un hôpital au nord de la capitale. Et suite à ce drame, l'Algérie a présenté ses sincères condoléances à l'Égypte, gouvernement et peuple, assurant de sa profonde sympathie et solidarité. L'Algérie qui a également présenté ses condoléances au Soudan, qui a connu d'importantes inondations dans plusieurs régions du pays. En Arménie, à présent, une explosion dans un centre commercial de la capitale Erevan a fait au moins un mort et plus de 50 blessés. L'explosion d'origine indéterminée s'est produite sur le marché de gros de Sourmalou. Je vous en parlais en titre, attentat à Al-Quds occupé. Ce dimanche à l'aube, les factions palestiniennes applaudissent un acte héroïque. Ils considèrent qu'il s'agit d'une attaque naturelle face aux exactions continues de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, soulignant que la résistance populaire palestinienne continuait contre l'occupation. Neila Eid Hamouda. La résistance palestinienne entre en action. À l'aube de ce dimanche, un jeune Palestinien a pris d'assaut un bus appartenant à l'occupation sioniste à Al-Quds occupé. Plusieurs personnes ont été blessées. Selon des sources palestiniennes, le jeune Palestinien a tiré une lourde salve de balles contre un bus et 2 véhicules de colons près du mur d'El Bouraq. Le mouvement de la résistance islamique a été le premier à saluer l'opération d'Al-Quds, la qualifiant d'héroïque et courageuse. Le mouvement considère qu'il s'agit d'une réaction et réponse naturelle aux crimes et agressions de l'occupation sioniste contre les Palestiniens et les lieux saints. Selon Hamas, le peuple palestinien continuera à résister et à combattre l'occupant de toutes ses forces et avec tous les moyens.
Le mouvement du djihad islamique Al-Quds occupé partage la même opinion. Il s'est félicité de la fusillade, il l'a qualifiée d'héroïque. Il est même allé encore plus loin, assurant que le choix du lieu de l'attaque au cœur de la ville sainte occupée est une grande importance et que toutes les tentatives de judaïser les lieux saints de l'islam resteront vaines et ce, en dépit des crimes commis contre les Palestiniens. Le Front populaire lui aussi a salué la contre-attaque, soulignant qu'il s'agit d'une volonté d'avancer sur la voie de la résistance sous toutes ses formes et sur l'ensemble des territoires palestiniens. De leur côté, les comités de résistance populaire ont commenté, je cite, « L'agression contre notre sanctuaire sera le prix à payer pour frapper votre sécurité, vos colons et vos dirigeants ». Fin de citation. Affirmant que cet assaut répondait à la volonté des martyrs Nabulsi, Jabari et Mansour, assassinés par les forces d'occupation à Naplouse. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, elles, ont également béni l'attentat d'Al-Quds occupé et ont déclaré qu'il s'inscrivait dans le contexte de la réponse à la liquidation des dirigeants de la résistance palestinienne par l'entité sioniste. Cette attaque a créé une grande panique au sein de l'entité sioniste. L'attentat intervient quelques jours après l'agression contre Gaza. Au moins 49 martyrs ont été assassinés, dont 16 enfants et des femmes, et environ 360 blessés. Et en parlant de la question palestinienne, 2 ans après l'officialisation de la normalisation entre l'entité sioniste et 4 États arabes que sont le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc, quels ont été les contours de ces relations et que cache cette manœuvre diplomatique dans une conjoncture internationale en profonde transformation? Sofiane Baroudi. Les observateurs divergent sur les résultats du plan de normalisation initié par l'ancien président américain Donald Trump sous l'appellation d'accord Abraham. Si le rapprochement entre l'entité sioniste et plusieurs États arabes est aujourd'hui une réalité, différents niveaux sont néanmoins à distinguer. Le Bahreïn et les Émirats arabes unis constituent dans la région du Golfe 2 modèles différents de normalisation. Manama a accueilli plusieurs hauts dirigeants sionistes, dont le chef d'état-major Habib Kouchavi. Abu Dhabi, pour sa part, a vu la visite du président de l'État hébreu. Ce dernier aspire à approfondir le partenariat économique dans la région du Golfe arabo-persique. À cet effet, plusieurs projets d'infrastructure et de coopération tous azimuts ont déjà été convenus. Toutefois, sur le volet politique, l'objectif de créer une coalition avec des États arabes paraît loin de se réaliser. La dernière visite du président américain Joe Biden dans la région montre au contraire une volonté des grands États du Moyen-Orient de se démarquer d'une normalisation qui liquiderait les droits historiques du peuple palestinien, toujours ciblé par les exactions sionistes. Un attachement encore marqué à l'initiative arabe pour la paix reste encore de mise. Le réchauffement diplomatique entre les principaux États arabes du Golfe et l'Iran est également un indice fort dans ce sens. À ce propos, le Koweït a annoncé la réouverture de son ambassade à Téhéran pendant que le Qatar mène la médiation pour un accord sur le nucléaire. Le Soudan, en face de grande instabilité, paraît pour sa part faire partie du plan sioniste de pénétration du continent africain. Pour rappel, une levée de boucliers généralisée a empêché Tel Aviv d'aspirer au rang d'observateur dans l'Union africaine. Néanmoins, le Royaume du Maroc, qui est engagé dans une dynamique qui va au-delà de la normalisation, vers une forme d'alliance coloniale, entérinée par la multiplication de visites de hauts responsables sécuritaires et de ministres sionistes dans la région maghrébine. Le dernier exercice African Lion, qui a eu lieu au Maroc, a vu pour la première fois la participation de l'armée d'occupation sioniste et constitue un indice dangereux pour les équilibres régionaux. La volonté de pousser encore plus loin la coopération militaire entre le Maroc et l'entité sioniste est un facteur belliqueux qui menace la région de la Méditerranée occidentale ainsi que le continent africain. Ces pas larvés s'opèrent alors que les exactions du régime colonial contre le peuple palestinien se multiplient. En témoigne la dernière agression contre la bande de Gaza, toujours sous blocus, ou encore la multiplication des profanations des lieux saints islamiques par les fondamentalistes. 2 ans après les accords Abraham, l'opinion publique arabe demeure majoritairement opposée à la normalisation et reste attachée à la défense des droits légitimes du peuple palestinien et à la cause historique de la nation arabe. Cette dernière pourrait voir un nouveau souffle salvateur surgir lors du prochain sommet d'Alger.
En Irak, à présent, le mouvement sadriste a appelé hier à une manifestation massive dans le centre de la capitale irakienne, Bagdad, pour manifester contre la corruption, les milices et les partis autoritaires corrompus. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par Salah al-Iraqi, proche du chef du mouvement Muqtada Sadr, appelant tous les Irakiens à participer à des manifestations pacifiques et massives sur la place Tahrir à Bagdad. Direction le Maroc à présent, où les soubresauts politiques et les problèmes socio-économiques ne cessent de susciter des remous au sein de l'appareil gouvernemental. Alors que l'absence du roi se prolonge, un média proche des cercles du pouvoir évoque un remaniement ministériel imminent préparé secrètement par le chef du gouvernement et un conseiller du roi, Kherdim Batache. L'instabilité politique serait-elle devenue marque de fabrique au Maroc, où des informations relayées par la presse française font état d'un remaniement imminent au sein du gouvernement Khnouch qui se négocierait dans l'obscurité des sous-sols du Makhzen. Conjuguées à l'absence prolongée du roi Mohamed VI, les informations publiées cette semaine par le magazine Jeune Afrique, pourtant réputé proche des arcanes du pouvoir au Maroc, laissent présager du pire sur une éventuelle dislocation de l'appareil gouvernemental, d'autant plus que la situation socio-économique et celle des droits de l'homme au pays ne cesse de se dégrader. Preuve à l'appui, 2 jours après la parution de l'article du magazine français, aucun démenti n'a été publié par la présidence du gouvernement ou le palais royal. Selon la même source, le remaniement devrait pour le moins toucher 2 secteurs. Abdellatif Wahbi, ministre de la Justice. Exit Abdellatif Miraoui et Abdellatif Wahbi, respectivement ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Justice. À noter que les 2 noms cités par le magazine français appartiennent au parti Authenticité et Modernité PAM, une formation politique que Aziz Khnouch ne tiendrait pas en estime selon certains observateurs. Ce cafouillage viendrait donc en réponse à 6 mois de grogne populaire. Une grogne qui s'est exprimée dans la rue, à la fois excédée par les affres d'une normalisation avec l'entité sioniste et le processus de paupérisation touchant la classe sociale, mais épargnant les sphères les plus aisées, plus que jamais symbolisées par l'union du pouvoir et de l'argent, à la tête de l'exécutif marocain. Mais Jeune Afrique préfère pousser le bouchon plus loin et donne un coup de pied dans la fourmilière du Makhzen en invoquant une réunion secrète tenue le 5 août dernier entre le chef du gouvernement Aziz Khnouch et le conseiller du roi Fouad Ali-Himma. Une rencontre n'ayant là aussi fait l'objet d'aucun démenti de la part des 2 protagonistes. En attendant de démêler le vrai du faux, le peuple marocain est tenu à l'écart du centre de décision par le Makhzen, qui n'hésite pas à le réprimer à chaque fois qu'il tente de contrarier ses plans. Le peuple ne cesse de sombrer dans l'incertitude quant à l'avenir politique et économique de son pays, pris en otage par un régime devenu aveugle et qui part à la dérive. Direction la Tunisie, où le dialogue semble de nouveau reprendre entre l'Union générale tunisienne des travailleurs et le gouvernement, après un mois de juin très tendu sur les négociations salariales, près de 2 mois plus tard, dans un contexte d'inflation généralisée et une rentrée qui s'annonce difficile du GTT. Le gouvernement et le patronat ont signé un contrat social, une manière de s'engager officiellement pour des discussions socio-économiques entre les 3 corps à partir de demain. Et pour comprendre justement les enjeux d'un tel contrat, nous accueillons dans ce journal Rafa Tabib. Bonsoir. Bonsoir. Rafa Tabib, vous êtes professeur en géopolitique et relations internationales. Alors tout d'abord, peut-on considérer que l'accord signé entre l'UGTT, le gouvernement et le patronat est une victoire politique pour le président tunisien Kais Saied? On peut le dire, mais ce n'est qu'un début. Il faut souligner que l'UGTT a éclairé un peu notre lanterne à l'occasion de cette signature en nous disant qu'il s'agit d'une sorte d'accord de principe pour entamer des discussions, des négociations. Donc les grands dossiers sur la révision des salaires, etc., ça ce sont des étapes qui vont venir. Ce sont des dossiers qui seront traités en priorité selon vous ?
Oui, bien sûr, surtout la question de la revalorisation des salaires, parce qu'il y a un véritable problème maintenant en Tunisie avec l'érosion du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi d'autres dossiers qui concernent le JTT et le patronat. Il s'agit par exemple des caisses sociales qui devraient être renflouées. Il s'agit par exemple de la caisse de maladie qui souffre depuis très très longtemps. Et puis il y a le problème de la fronde de certains secteurs dans le pays, tels que par exemple les magistrats, où il va falloir maintenant créer une sorte de bloc politique et social autour du président pour pouvoir conduire à bien la barque Tunisie jusqu'à la tenue des élections du 17 décembre. Et outre le défi économique, Monsieur Tabib, vous avez cité la crise notamment due au malaise qu'il y a eu entre le secteur de la justice et la direction de Kais Saïed. Outre ces dossiers, quel défi se dresse aujourd'hui devant la Tunisie ? La question financière, il faut absolument remettre l'équilibre dans les finances de l'État et parvenir à un accord avec la Banque mondiale, mais aussi il va falloir avoir d'autres alternatives, telles que par exemple le débat ou la discussion, les négociations avec d'autres partenaires économiques et financiers à travers le monde, tels que la Chine, tels que le voisin algérien, etc., afin de trouver une solution qui puisse nous faire sortir de cette crise qui, il faut le rappeler, a été héritée de la décennie noire du passage des islamistes au pouvoir. Donc il va falloir maintenant réellement remettre le pays au travail à travers la résolution de la question du phosphate, avec la reprise des exportations, mais aussi avec un accord minimum avec les partenaires dans le GTT, mais aussi il va falloir aussi négocier maintenant avec la nouvelle direction de l'Union des agriculteurs aussi. Rafat Habib, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur en géopolitique et relations internationales. Je vous en parlais en titre, c'est dans un climat de tension sécuritaire que le président sénégalais Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, entame ce lundi une visite officielle au Mali. Il doit s'entretenir avec les autorités de la transition, une visite qui coïncide avec la reprise le même jour des rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali. Le point avec Tinhinan Makassi. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, effectue dès demain une visite de travail au Mali pour y rencontrer les autorités de la transition. La visite intervient le même jour que la reprise des rotations de l'ensemble des contingents de la MINUSMA. Ces roulements ont été soumis à de nouveaux mécanismes d'approbation, suite à une suspension qui aura duré 1 mois. Depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de la transition, les partenaires étrangers du Mali ont du mal à s'adapter aux nouvelles lois souveraines mises en place, ce qui crée un climat de tension diplomatique permanent autour du pays. Au menu de la visite de Macky Sall, les questions sécuritaires au Sahel en général et au Mali en particulier se tailleront certainement la part du lion des discussions prévues. Surtout que le nord et le centre du pays font face à une recrudescence d'attaques terroristes sans précédent. Et une riposte africaine devient de plus en plus nécessaire. D'ailleurs, bon nombre d'observateurs africains affirment la nécessité d'une réponse africano-africaine, rappelant notamment les décisions prises par le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo. En évoquant le Mali dans le chapitre coopération, une délégation algérienne de la santé militaire est en visite à Bamako avec à sa tête le directeur général de l'hôpital central de l'armée, le général-major Oured El Muntasser. Alger entend apporter son assistance et son savoir-faire pour la réalisation notamment d'un hôpital militaire d'instruction des forces maliennes FAMA. L'Algérie nous a toujours appuyés. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus pour renforcer les liens, renforcer la coopération. De voir dans quelle mesure l'Algérie va appuyer le service santé des armées en matière de formation des médecins, formation de spécialisation des médecins, formation du personnel paramédical et aussi l'appui en équipement.
pour pouvoir essayer de nous ressourcer et surtout améliorer les conditions de travail pour pouvoir mieux être là pour les populations civiles et militaires. Au Tchad, les dirigeants des groupes politico-militaires signataires de l'accord de paix de Doha ont regagné hier soir la capitale N'Djamena en provenance du Qatar. Après plusieurs années d'exil pour certains, ils sont retournés au Bercail à bord d'un avion spécial mis à leur disposition par l'État du Qatar, médiateur des négociations de Doha. Pour rappel, le gouvernement tchadien de transition et une trentaine de factions rebelles ont signé un accord le 8 août à Doha, permettant notamment de lancer des pourparlers de paix le 20 août prochain. En Sierra Leone, la police a levé le couvre-feu en vigueur depuis mercredi dans les zones touchées par des émeutes ayant fait au moins une quinzaine de morts parmi la police et les manifestants. Vendredi, dans une adresse à la nation, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a accusé l'opposition d'avoir voulu créer une insurrection pour renverser le gouvernement. Au Soudan, à l'occasion de la fête nationale de l'armée, le chef de la transition, Abdel Fattah al-Burhan, a appelé les forces politiques à l'union pour arriver à un consensus permettant à son pays d'aboutir à des élections libres et transparentes. Le général al-Burhan a réitéré à cette occasion que l'armée adopterait une position neutre durant la période de transition. Dans l'actualité également, un premier navire affrété par les Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes destinées à soutenir ces opérations d'aide humanitaire dans le monde doit accoster vendredi en Ukraine. Selon le Programme alimentaire mondial, le PAM, l'acheminement des céréales ukrainiennes vers les opérations humanitaires du PAM dans des endroits comme l'Éthiopie, la Somalie et le Yémen bénéficiera à la fois à l'économie ukrainienne et aux populations menacées par la famine dans les régions du monde les plus durement touchées par la crise alimentaire mondiale. Et dans le conflit russo-ukrainien, justement, le spectre d'une catastrophe nucléaire plane de plus en plus sur la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombardements depuis une semaine. Les installations de la centrale ont été touchées plusieurs fois. Les dernières frappes ont endommagé une station de pompage et des capteurs de mesure de radioactivité. Nouvelle provocation américaine à l'encontre de Pékin. Une délégation de membres du Congrès américain est arrivée ce dimanche à Taïwan pour une visite qui n'était pas annoncée. Cette visite de 5 personnes, un sénateur et 4 représentants démocrates et républicains, qui doit durer jusqu'à demain, survient quelques jours seulement après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan, en riposte à une visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. Direction l'Afghanistan. Après 20 ans de présence militaire, les Américains ont quitté le pays. Un départ suivi d'images chaotiques. C'était au mois d'août dernier. Ce départ était synonyme de retour des talibans et de l'insécurité. Un an plus tard, les questions se posent toujours sur l'avenir socio-économique du pays. Le sujet de Neila Aït Hamouda, commentaire Souad Ben Batouche. Le 15 août 2021, les talibans entraient à Kaboul et reprenaient le pouvoir. Ils assurent avoir changé et s'engagent à respecter les droits acquis par les Afghans les 20 dernières années. Un an plus tard, où en est réellement l'Afghanistan? Les acteurs humanitaires quittent en majorité le pays alors que la population est largement dépendante de leurs aides et services. Le marasme économique et la crise financière provoquée par le gel des fonds de la Banque centrale afghane ont un lourd impact sur la sécurité alimentaire de la population.
Le système de santé est déjà sous-financé et défaillant et davantage déstabilisé. Le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. Des milliers d'Afghans fuient leur pays et l'économie s'est totalement effondrée. Les femmes sont réprimées dans leurs droits et dans leur liberté. Elles sont à nouveau exclues des emplois publics. Les écoles pour filles sont fermées. Outre dans la rue, les journalistes et animatrices doivent porter le voile intégral à l'écran. La répression touche surtout les militantes féministes. Une amnistie générale, cette promesse devrait permettre aux fonctionnaires d'État de repartir au travail sans crainte. Pourtant, de nombreux meurtres, disparitions, exécutions extrajudiciaires ont été recensés par des organisations non gouvernementales. Jusqu'à aujourd'hui, aucun État n'a reconnu le régime taliban sous le coup de sanctions internationales. Les discussions diplomatiques sont restées vaines dans un pays meurtri par les guerres et les conflits depuis 4 décennies. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est livré à lui-même depuis le départ des Américains. Allez, place au sport à présent. Football et à quelques jours de la fin du mercato, les grands championnats en Europe sont de retour. Les grands clubs ont misé cet été sur un début idéal, mais la reprise n'a pas été parfaite. Le Tour d'Europe avec Faisal Salah. Début de la compétition en Italie, la Serie A et la Liga en Espagne. Le Milan AC de Pioli, champion en titre, a réussi son premier match au San Siro, 4-2 face à l'Udinese. Sans rival, l'Inter Milan s'est imposé à l'extérieur 2-1 contre une équipe de Lecce. Un but de revenant, le Belge Romelu Lukaku à la 2e minute. La Juve et Napoli prendront part à la compétition demain face à Sassuolo et Hellas Verona. En Liga, le Barça a calé lors de la première journée face au Rayo Vallecano malgré les belles recrues du Barça. Kessié, Lewandowski, le renouvellement de Dembélé. En Nou-Camp, les Catalans se sont contentés d'un match nul. Un score vierge, le Barça de Xavi a du potentiel mais toujours en construction. L'entraîneur catalan attend toujours l'arrivée de Bernardo Silva et un joueur de couloir. Le Real de Benzema affrontera ce soir Almeria. En France, Ligue 1, deuxième journée, le PSG en forme. Une large victoire de 5-2 face à Montpellier et des prestations XXL du Brésilien Neymar annoncées sur la liste de départ pour cet été. Marseille de Sanchez sera en déplacement à Brest pour affronter le Stade brestois de Youssef Belaïli. En première ligue, Manchester City continue sa très bonne lancée en s'imposant 4-0 face à Bournemouth. Gabriel Jesus a eu raison, un transfert réussi. Arsenal remporte la bataille face à Leicester 4-2, un doublé de Jesus. Une autre soirée cauchemardesque pour le Manchester United, défaite 4-0 face à Brentford, Ronaldo et les Red Devils vers l'inconnu. Et dans les Jeux de la solidarité islamique, le nageur algérien Jaoud Sayoud a remporté l'or pour aux 200 mètres. 4 nages. Malheureusement, Jaoud n'a pas bien récupéré pour sa deuxième finale de la journée. Aux 200 mètres papillon, l'Algérien a terminé 4e. Le natif de Constantine disputera demain la demi-finale aux 400 mètres 4 nages. Le nombre de médailles récoltées par l'Algérie lors de ces Jeux en Turquie s'élève désormais à 18, dont 5 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site de radio d'Al24 News ou à travers les différents réseaux sociaux de la chaîne en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.